Bonjour, nous sommes le mercredi 31 juillet 2024 et le sujet sera la géo-ingénierie polaire passe à l'offensive. La géo-ingénierie, pendant pas mal de temps, c'était labellisé comme théorie du complot, modification climatique, c'est de la science-fiction. Bon, ils avaient déjà utilisé la géo-ingénierie locale quand il s'agissait de la guerre du Vietnam, il y a plus de 50 ans de ça, et même un peu avant. Il y en a qui parlent que c'était que de la théorie, qu'elle n'a jamais eu mis en pratique ou que c'était vraiment sporadique. Il y a eu également des articles que c'était du MIT ou du, de Harvard, l'un des deux, ou peut-être les deux, concernant la géo-ingénierie pour justement refroidir la planète. Refroidir quelqu'un, c'est pareil, hein, c'est tuer la planète. Avoir cette arrogance de croire qu'on va modifier le climat pour de bon, hein, pour de bonnes raisons. C'est comme l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, hein. Le mieux, ce serait déjà d'être le moins néfaste à son environnement et ne pas chercher à croire qu'on est des superman, des dieux vivants capables de faire tout et n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi, mais ça c'est autre chose. Mais de croire qu'on va sauver la planète, ce genre de délire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Forage des glaciers, rideau sous l'océan, la géo-ingénierie polaire passe à l'offensive. Alors que les glaciers fondent, des chercheurs aux États-Unis plaident pour développer la recherche sur la viabilité de la géo-ingénierie, dont les méthodes relèvent de la pure science-fiction, plus de la fantaisie que de la science-fiction. Manipuler volontairement l'environnement à grande échelle pour corriger les catastrophes que nous avons nous-mêmes provoquées, telle pourrait être une définition simplifiée de la géo-ingénierie. C'est surtout irréaliste de croire qu'on va modifier l'environnement et que n'aura pas d'impact néfaste. Pendant longtemps, l'idée de jouer ainsi aux apprentis sorciers est restée taboue dans la communauté scientifique. La communauté scientifique par rapport au grand public, mais dans la communauté en elle-même, c'était pas un tabou. Chez certains. Mais la digue pourrait être en train de céder, notamment après l'organisation de 2 séminaires fin 2023 sur les technologies imaginées pour ralentir la fonte des glaciers polaires. Bon, déjà, le temps qu'ils mettent ça au point, qu'ils étudient la viabilité et qu'ils mettent ça au point, les glaciers auront déjà diminué de moitié encore. Plusieurs dizaines de glaciologues et autres chercheurs, ingénieurs et étudiants se sont réunis à l'université de Chicago en octobre 2023, puis à l'université Stanford en Californie en décembre 2023. Ces deux rendez-vous étanusiens ont donné lieu à un rapport de synthèse, publié par l'université de Chicago début juillet. Il plaide pour le développement massif de la recherche sur la géo-ingénierie glaciaire. Bon, après, ça reste de la théorie, hein. Parce que passer de la théorie aux pratiques, il y a pas mal de projets qui ont été théorisés mais qui n'ont jamais été mis en pratique. Le rapport part d'un constat implacable. L'Antarctique et le Groenland fondent à vitesse alarmante, à cause du changement climatique menaçant de provoquer une montée des eaux catastrophique pour nos côtes d'ici quelques décennies. Oui, d'après certains scientifiques, avec la dilatation des océans, la fonte des glaciers, en Groenland, Antarctique, la montée des eaux pourrait être de quelques dizaines de mètres. Bon, ce ne sera pas non plus Waterworld. Déjà, le monde est à 72% recouvert d'eau. C'est déjà un peu Waterworld. Et même si nous arrêtions immédiatement d'émettre des gaz à effet de serre, il n'est pas impossible que des points de bascule aient déjà été franchis et ne condamnent déjà une grande partie de ces glaciers à l'effondrement. Oui, ils avaient publié ces derniers mois des records de température que la moyenne a été franchie de 1,5 degrés Celsius au cours de ces 12-13 derniers mois. Donc l'objectif d'augmentation de 1,5 degrés Celsius à la fin du siècle est déjà râpé, et même 2 degrés Celsius. Après, on verra. Arrivera ce qui arrivera. Bon, de là, si l'humanité disparaît, la planète sera toujours là. Faut pas rêver. En conséquence, les auteurs du rapport appellent à une initiative majeure,
permettant d'étudier scientifiquement si, oui ou non, la géo-ingénierie pourrait apporter des solutions viables pour sauver les calottes glaciaires. Développer la science de la géo-ingénierie glaciaire est capital, plaide-t-il, pour ne pas prendre les mauvaises décisions dans l'urgence lorsque nous nous retrouverons au pied du mur, ou dans le mur directement. Hein. De là, bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais bon. Cela nous prendra 15 à 30 ans d'en apprendre assez pour recommander ou éliminer chacune de ces interventions de géo-ingénierie. 15 à 30 ans, ça veut dire qu'on sera en 2040, 2055. A souligné dans un communiqué l'un des co-auteurs du rapport, John Moore, professeur au centre arctique de l'université de Laponie, Finlande. Une ambition de science-fiction. Les deux pistes que les chercheurs souhaiteraient explorer, jugées comme étant les plus réalistes, alors là, on verra ce que c'est, sont d'une ambition vertigineuse. La première consiste à creuser une multitude de trous dans les glaciers polaires sur des centaines voire des milliers de mètres d'épaisseur, pour faire remonter l'eau liquide qui fond à leur base et la faire regeler en surface. Oui, parce que les glaciers, certains glaciers ont une épaisseur de 3, 4, quasi 5 km pour certains. Après, c'est par endroit. Bon, actuellement, ça doit être plus ou moins 4, 4,5, que ce soit au Groenland ou en Antarctique. La deuxième vise à installer des rideaux fibreux géants au fond de l'océan. Déjà, quand il parle de multitude de trous, c'est-à-dire combien? Quelques centaines, quelques milliers, quelques millions. À force de faire des forages, ils vont finir par fragiliser le glacier. Ça dépend combien une multitude de trous signifie. Il y aura tellement un impact, même avec tous les calculs, il y a tellement de paramètres. On ne connaît pas ce qui se passe exactement sous les glaciers. Et le deuxième, c'est les rideaux fibreux géants. Mais géants dans quelle taille? Sur plusieurs dizaines de kilomètres le long des glaciers. L'idée serait de dévier les courants d'eau chaude en profondeur qui provoquent la fonte des plateformes de glace flottantes lorsqu'elles s'infiltrent à leur base. Oui, enfin, s'il le dévie, ça va dévier par où? Ça va changer le courant. Les courants de sous-marins océaniques ont une longueur de plus ou moins 68 000 km. Puisque tout est relié. Océan Atlantique, Indien, Pacifique. À l'heure actuelle, ces deux hypothèses relèvent de la pure science-fiction. C'est plus de la fantaisie même. Au sens propre, l'idée de forage géant pour pomper l'eau fondue des glaciers est déployée dans Le Ministère du Futur, le roman best-seller de Kim Stanley Robinson. L'auteur figurait d'ailleurs parmi les participants au séminaire de Stanford en décembre dernier. Il existe beaucoup de gens mégalomanes, suffisamment riches pour développer ce genre de géo-ingénierie. Oui, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur fortune. Donc ils vont s'amuser à dire « Oh, regardez, on a le fric, on va faire des trucs géants. » Le principe de pomper l'eau à la base des glaciers est théoriquement intéressant. Cette eau liquide facilite le glissement du glacier sur le socle rocheux et accélère sa chute vers l'océan. Retirer l'eau pourrait accentuer la force de friction et ralentir le mouvement du glacier, et même enclencher un cercle vertueux en réduisant la fonte que la chaleur du frottement occasionne. Oui, enfin ça c'est un cercle vertueux, c'est prétentieux. Est-ce qu'un tel forage aurait un impact sur un rayon de 10 km, 100 km ou juste 200 mètres? On n'en sait rien et on comprend encore très mal l'hydrologie sous-glaciaire. S'inquiète Hélène Seroussi, géologue et professeure associée à Dartmouth College aux États-Unis. Oui, il y a tellement d'inconnus, tellement de paramètres. Le mieux, ce serait le plus facile, ce serait de réduire déjà les émissions de pollution à travers le monde et après économiser au maximum. Plutôt que de nous sortir des projets fantastiques qui pourraient être 10 fois pires. La relation entre la quantité d'eau présente et le glissement est complexe, quand bien même on arriverait à réaliser ces forages d'une complexité sans nom dans un lieu aussi isolé et hostile que l'Antarctique, puisque en Antarctique il peut faire moins 60 voire moins 90 parfois dans certains endroits. On n'est pas sûr que ce sera efficace. Et où sur le glacier rejette-t-on l'eau pompée? Si c'est juste pour mettre en surface. Et qui plus est, quelle technologie utiliseront-ils pour pomper l'eau?
Parce que s'ils utilisent des moteurs au diesel, avec toute la suie qui va être expulsée sur la glace, puisque la glace est blanche, et ça renvoie les infrarouges vers donc les ondes de chaleur vers la haute atmosphère, l'espace. Là, si la glace est recouverte de suie, ça va pomper la chaleur et refondre plus vite. En augmentant la pression ailleurs, on pourrait même provoquer l'effet inverse que recherché, ajoute Olivier Gagliardini, glaciologue professeur à l'université Grenoble-Alpes. Que le remède soit pire que le mal, c'est la crainte principale avec la géo-ingénierie en intervenant sur des systèmes très complexes dont les perturbations peuvent engendrer des effets imprévisibles. Oui, même avec les supercalculateurs, tous les paramètres, il restera toujours des paramètres inconnus. Ça fera un effet domino, comme l'effet papillon. Hein. Genre un battement d'aile à Los Angeles, ça fait un tsunami ou un typhoon à Tokyo. C'est encore plus vrai pour la seconde option, celle des rideaux océaniques géants. Couper les courants océaniques, c'est aussi créer une barrière pour la biodiversité. À chaque fois qu'on modifie les écosystèmes, ça entraîne des conséquences imprévues avec des possibles réactions en chaîne, alerte-t-il. Ah oui, il y a trop de paramètres. Le dilemme de la recherche face à l'industrie. Les auteurs du rapport ont eux-mêmes bien conscience de ces risques, mais ils les opposent au danger de ne rien faire, induit par notre trajectoire climatique actuelle. Enfin, ne rien faire, ça dépend ce qu'on veut dire par rien faire. Si ne rien faire, on arrête tout, ou ne rien faire, on continue sur la même lancée. Ils appellent à un débat de fond respectueux et transparent de la communauté scientifique, qui doit permettre d'examiner les risques de ne pas intervenir autant que les risques liés à toute forme d'intervention. Oui, la meilleure des interventions, c'est déjà réduire l'excès et après faire des économies. Mais bon, comme l'économie c'est tellement important, l'économie financière, étudier plus largement la géo-ingénierie, même de manière purement théorique, crispe de nombreux scientifiques par crainte que cela participe de sa normalisation. Oui, après, c'est sûr que si on dépense des centaines, voire des milliards d'euros dedans, on dit on a déjà fait le plus gros, autant mettre en application. Olivier Gagliardini assure pour sa part qu'il ne déposera jamais de demande de projet étudiant ce genre de technologie. Même une évaluation scientifique désintéressée risque de mettre le pied dans la porte. Une fois la possibilité de la géo-ingénierie ouverte, les politiques risquent de s'en emparer sans se soucier le moins du monde de la prudence des évaluations scientifiques. Mais enfin, la politique sans la finance, c'est rien. Glacier Jakobshavn au Groenland. Pas mal de glaciers qui ont fondu, qui ont perdu 10, 20, 30, 50%, voire qui ont même disparu pour certains, à travers le monde. Il existe beaucoup de gens mégalomanes. Oui. Lui, cependant, est beaucoup plus favorable au développement de la recherche sur l'ingénierie glaciaire. Nous devons, en tant que chercheurs, produire de la bonne science. Oui, de la science qui soit dans l'intérêt collectif. Sinon, d'autres le feront moins bien que nous, et avec des intérêts derrière, plaît-il. Après, il y a la recherche publique et la recherche privée. Tous les chercheurs interrogés partagent le constat d'une communauté scientifique très divisée sur le sujet. Clivée par des opinions très tranchées, tous insistent également sur le risque de basculer dans le technosolutionnisme, une croyance excessive dans la technologie que mentionne également le rapport et qui risquerait de relativiser l'urgence de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, puisque la high-tech nous a mis là-dedans, elle peut nous en sortir. Enfin, après, la high-tech, c'est surtout l'excès. C'est vrai qu'il peut être naïf en tant que chercheur d'imaginer que nos projets ne sont financés que dans le but d'améliorer nos connaissances. Beaucoup d'acteurs susceptibles de nous financer se sont enrichis à l'ère des énergies fossiles et ont intérêt à mettre en lumière la géo-ingénierie plutôt que l'urgence de sortir des fossiles, concède Frank Patin. Oui, puisque les énergies fossiles représentent à peu près 80% des énergies utilisées dans le monde. La Silicon Valley, dans le costume du sauveur. Oui, vous nous sortir un Iron Man. L'émergence de ces intérêts privés
dans le débat, et ce qui inquiète le plus les scientifiques. Oui, parce que quand c'est privé, c'est l'intérêt financier qui prime. Si quelques études existent en réalité depuis une vingtaine d'années sur la possibilité de l'ingénierie glaciaire, elles restaient jusqu'ici marginales. Vingtaine d'années, probablement même plus. Le sujet a pris une nouvelle ampleur depuis 1 ou 2 ans, et notamment avec ces 2 séminaires, relève Hélène Seroussi. Ce qui est très nouveau, c'est surtout d'entendre les ambitions de gens extérieurs à la communauté des glaciologues. Beaucoup de chercheurs sont encore surpris, voire sous le choc, d'assister à un tel tournant. Oui, la température augmente, les ambitions aussi. De fait, après avoir rappelé avec moult pincettes l'importance de prendre en compte la science, la justice sociale et les enjeux de gouvernance internationale liés à l'intervention technologique sur les glaciers polaires, le rapport de l'Université de Chicago préconise incidemment de travailler en étroite collaboration avec les experts capables d'envisager de tels exploits d'ingénierie. La plupart de cette expertise se trouve dans les entreprises travaillant dans l'industrie extractive, notent les auteurs. Il y avait dans les années 70, pendant la crise du pétrole, il y a eu double crise. Des industries pétrolières telles que Exxon, Shell et autres, qui avaient mis un rapport sur les réserves de pétrole, et que le pétrole s'amenuiserait, qu'il n'y en aurait plus vers 2030-2050. Ça, on a fait une bascule. D'après certains, c'est même en 2008 que la bascule a commencé, et qu'il y a de moins en moins de pétrole. D'un autre côté, il y a les zones arctiques qui ne sont pas exploitées. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça sur la découverte d'un super gisement par les Russes en Antarctique d'environ 510 milliards de barils. Pour comparaison, les plus grandes réserves de pétrole au monde actuel se trouvent au Venezuela et elles sont d'environ 400 à 420 milliards. D'après certains même, elles seraient jusqu'à 800 milliards. Mais bon, ça c'est théorique, mais dans la pratique c'est plus ou moins 400-420 milliards de barils. L'industrie extractive, l'une des racines de la crise écologique, se voit donc proposer de devenir la sauveuse de l'humanité. Ça aussi c'est du délire, sauver l'humanité, sauver la planète. Qui nous a sorti ce genre de foutaise, quoi? On peut préserver au mieux notre environnement dans lequel nous vivons, et de là sauver la planète. Moyennant finance évidemment. Le simple fait de faire des études là-dessus est extrêmement cher, fait remarquer Hélène Seroussi. Oui, d'un autre côté, ils ont montré que si on ne faisait rien, ça allait coûter par la suite, plus le temps passe, et plus ça allait coûter cher, des milliers, voire des dizaines de milliards, voire de dizaines de milliers de milliards. Et je ne suis pas convaincu de la pertinence de dépenser des milliards pour, au mieux, ralentir la fonte des glaciers, sans l'empêcher à terme, au lieu de mettre des milliards dans les efforts de réduction de nos émissions de carbone. Ils peuvent tout aussi bien mettre des couvertures géantes blanches sur les glaciers. Géants, ils font des milliers de kilomètres de toile, et c'est bon. Et en dessous, ils recréent de la glace encore. Et j'utilise des panneaux solaires et des canons à neige pour recréer de la glace. Pourquoi pas? Autant aller à fond. La tenue du séminaire de décembre dernier à Stanford, au cœur de la Silicon Valley, ne doit rien au hasard. L'événement a été financé par Vint Cerf et Steve Crocker, 2 figures emblématiques de la tech considérées comme des pionniers de l'Internet. À l'instar de ses investissements dans la géo-ingénierie solaire, le monde de la tech californienne pourrait ainsi faire de la géo-ingénierie glaciaire la nouvelle vitrine de son projet démiurgique. Sauver le monde par la technologie et le capitalisme. Bon, ça aussi c'est du délire, comme je le dis toujours. Ils ont un truc, ils ont trop regardé de DC Comics ou de Marvel. Faire se croire des Superman, sauver la planète, sauver l'humanité. Faut vivre dans le réel, les gars. De toute manière, les gens sont prêts à mettre des millions de milliards dans ces recherches, voire même des milliards. Les études sur la géo-ingénierie sont inévitables. Bon, ça existe depuis pas mal de temps. Après, ça dépend dans quel intérêt. La question, c'est est-ce qu'on veut
qu'elle soit faite uniquement pour le secteur privé ou veut-on mettre de l'argent public sur la table? De toute façon, le secteur privé et le secteur public est en concurrence. Demande Franck Patine. Avec en filigrane cet autre dilemme. Jusqu'où les débats sur la géo-ingénierie risquent-ils d'étouffer celui sur l'urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Oui, parce que l'objectif, c'est quand même de continuer notre mode de vie, c'est-à-dire de la croissance. Bon, on verra ça dans les années à venir. Les années et les décennies à venir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.